Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver, très heureux de sortir de ma petite retraite pour vous parler de business NBA avec un fait relativement majeur. La NBA, en tout cas rien pour l'instant n'est officiel, mais on a de manière officieuse beaucoup d'informations qui nous parviennent en ce début juillet sur le nouveau deal pour les droits de diffusion de la NBA aux États-Unis, fait majeur du business NBA, parce qu'on va en parler, mais il y a énormément du business model de la NBA qui repose justement sur les rentrées d'argent qui sont liées aux droits télé ou aux droits à l'image pour la diffusion du contenu NBA aux États-Unis, sur le marché intérieur, sur le marché local américain. Et moi, vous savez que j'aime bien toujours vous parler un petit peu du business NBA parce que ce qui se passe, entre guillemets, dans les coulisses, ce qui se passe en dehors des parquets, c'est toujours important de bien le comprendre, notamment quand ça a un impact direct sur ce qui va se passer sur les parquets. Et là, ça va avoir un impact, on va en parler, parce que du coup, là, il y a une manne de dollars qui va déferler sur la NBA et c'est très important de comprendre tout ça pour comprendre ce qui va se passer dans les années à venir. Donc les faits ils sont simples. La NBA est parvenue à un accord sur un deal de diffusion de ses droits sur 11 années pour un montant record de 76 milliards de dollars. Les montants sont absolument vertigineux, mais voilà, c'est entre guillemets acté. Le précédent deal était de 9 années pour 24 milliards, donc ça coûtait jusque-là aux partenaires de la NBA 2,6 milliards la saison pour diffuser le contenu NBA. Ça sera désormais 6,9 milliards. Il y avait à l'époque que deux acteurs principaux, ESPN, ABC, qui sont détenus par Disney, c'est Mickey aux commandes, et de l'autre côté TNT, c'est Warner Bros. Il semblerait, on parle au conditionnel parce que tout ça n'est pas encore officiel, mais que TNT soit sorti de l'équation, perde les droits de diffusion de la NBA au profit du retour d'NBC et de l'arrivée sur la NBA de Amazon Prime, qui avait déjà les droits pour la WNBA sur les saisons précédentes et qui là rafle la mise pour les droits du contenu NBA. Alors globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire que si vous êtes un fan de la NBA basé aux États-Unis, eh bien, il va falloir multiplier les abonnements pour pouvoir continuer à suivre le basket NBA à la télévision, parce que désormais, en saison régulière, pour faire simple, eh bien, le lundi, les matchs seront diffusés via NBC sur sa plateforme de streaming Peacock. Le mardi, les matchs seront diffusés par NBC, mais cette fois-ci à la télévision, sur les chaînes NBC d'une manière plus traditionnelle. Le mercredi, c'est toujours la rencontre, entre guillemets, la tête d'affiche sur ESPN. Le jeudi, désormais, ça va se passer sur Prime Video, ça va se passer chez Amazon. Le vendredi, c'est pareil, on a toujours en prime time les têtes d'affiche entre Prime Video et ESPN. Le samedi, on est toujours chez Prime Video, et le dimanche, sur les têtes d'affiche du dimanche, on va avoir une répartition entre NBC, ESPN et ABC. Donc même si je n'y connais absolument rien en foot, mais voilà, la diffusion du contenu NBA aux États-Unis va ressembler un petit peu à la diffusion du foot en France. Il va falloir multiplier les abonnements pour réussir à tout suivre, d'autant plus qu'aux États-Unis, certes, il y a le NBA League Pass, mais ça n'est absolument pas le International NBA League Pass auquel on peut avoir accès, nous en France ou nous dans le reste du monde, ou avec un abonnement à un montant relativement raisonnable, d'autant que les prix du League Pass avaient baissé la saison dernière, mais avec un abonnement, on a accès à l'intégralité du contenu NBA. Si vous êtes états-unien, ça n'est absolument pas le cas. Vous prenez le League Pass aux États-Unis, tous les matchs qui sont diffusés sur une autre plateforme, donc sur ESPN, sur ABC, sur TNT à l'époque, et demain sur NBC ou Amazon Prime, il y a un blackout. Ils sont en blackout sur le League Pass, et vous êtes obligé d'aller sur une autre plateforme pour les visionner. Alors on espère que cette renégo de droit TV, qui prendra effet sur la saison 2025,
2026, donc l'accord il est signé là, mais il ne prendra effet pas sur la saison qui arrive, mais encore sur la saison d'après. Mais on espère que ça ne nous impactera pas, nous, fans de NBA à l'international, dans notre offre de NBA League Pass international, qui pour nous est très très bien, puisqu'on a sur un seul et même support l'intégralité du contenu NBA. Alors on a vu comment ça se répartisait en saison régulière. La NBA a fait aussi un package, a aussi fait des lots pour les contenus un petit peu plus premium, on va dire, que la saison régulière, avec d'un côté les NBA Finals qui seront toujours diffusés sur ABC, les gros matchs toujours sur ESPN, mais le package Finals sera toujours sur NBC, sur ABC, pardon. NBC récupère de son côté la possibilité de diffuser des séries de playoffs. Amazon récupère la possibilité de diffuser le play-in et le in-season tournament. Et TNT, on le disait, serait sorti de l'équation. On parle au conditionnel parce qu'en qualité de partenaire historique, TNT a quelques jours désormais pour faire une contre-proposition et réussir à rafler un lot qui pour l'instant appartiendrait à ABC ou Amazon, mais au vu des pourparlers en cours, il est peu probable que cela arrive. Il semblerait qu'avec les milliards qui ont été mis sur la table par NBC et Amazon, TNT qui n'est pas voulu s'aligner sur ces montants pharaoniques, faut appeler un chat, c'est possible que le gâteau lui passe sous le nez. Alors, ce qui est très intéressant, au-delà des montants qui sont absolument faramineux, c'est de comprendre un petit peu le contexte qui fait qu'on en arrive là. Parce que, on en a beaucoup parlé sur Twitter, j'en ai souvent parlé, mais d'une manière structurelle, et ça fait plusieurs saisons que ça dure, les audiences télé n'ont de cesse que de s'effriter, n'ont de cesse que de diminuer. Exemple avec les playoffs 2023-2024 qui viennent de se terminer, les audiences sur ces playoffs qui viennent de se terminer ont été en baisse de 12% par rapport aux playoffs de l'exercice précédent. Et je connais pas beaucoup de branches socio-professionnelles où vous allez voir votre patron en ayant des résultats 12% inférieurs à ce qu'ils étaient l'année dernière et en disant « Ok, bon, je viens de faire moins 12, mais vous m'augmentez mon salaire de 2,5 ». Il n'y a pas beaucoup de corps de métier où ça se passe et pourtant la NBA a réussi à le faire. Adam Silver, une nouvelle fois, nous a sorti un coup de poker, nous a sorti d'une main de maître un deal télé absolument génialissime pour la NBA, parce que vous voyez, que ce soit pour les playoffs, pour les NBA Finals ou pour la saison régulière, on a structurellement un déclin des audiences. C'est absolument flagrant pour les finales NBA qui étaient à des niveaux extraordinaires durant les années où LeBron et Curry s'affrontaient au mois de juin sur les NBA Finals. On était largement au-delà des 20 millions de téléspectateurs en moyenne. Il y a l'énorme décrochage qui est dû au Covid, la saison qui tombe les finales qui tombent pendant la saison NFL, c'est au mauvais moment. Ça se cannibalise, ça se parasite, mais vous voyez que sorti de cette période Covid, on n'est absolument pas revenu au niveau d'audience des finales précédentes, et quand bien même on a eu des équipes de relativement gros marché, des équipes qui sont facilement identifiées évidemment par la fanbase NBA, mais aussi par la personne qui n'est pas fan de la NBA mais qui s'y intéresse un petit peu comme ça par effet d'aubaine. Je pense notamment aux finales entre les Warriors et les Celtics, et même les finales de l'année dernière entre les Celtics et les Mavericks. Dallas, c'est un assez gros marché. Ça n'a absolument pas généré un pic dans le nombre de téléspectateurs. Et ça, quelque part, on arrivait dans une renégociation d'un contrat avec des chiffres qui n'étaient pas bons. C'est un formidable pied de nez quelque part de la NBA avec des audiences qui ne sont pas bonnes que d'avoir réussi à renégocier à la hausse. Et c'est pas une petite hausse, c'est 2,5 fois. C'est 2,5 fois plus cher à partir de 2025 de diffuser de la NBA que ce que ça a été jusque-là. Et comment la NBA a réussi son coup, eh bien c'est là où je vous dis Adam Silver est encore un génie du business. C'est que la NBA a compris que pour
réussir à atteindre son objectif. L'objectif d'Adam Silver, c'était d'avoir un deal global de diffusion des droits télé aux alentours des 70-75 milliards. Les 11 années sont pour moi une mini surprise. Je pense que les diffuseurs, les networks ont réussi à négocier un contrat un petit peu plus long, faute d'avoir réussi à gratter sur le montant total. Mais ils ont réussi à avoir une ristourne de 10-15% en ayant non pas un deal sur 9-10 ans, mais plutôt sur 11 années. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif d'Adam Silver d'avoir au moins 70 milliards sur la table est accompli, et il est accompli parce qu'il a réussi à alloter son offre, à proposer plusieurs lots différents, et à comme ça réussir à agréger des nouveaux partenaires potentiels qui, eux, étaient prêts à investir sur le contenu NBA pour attirer vers eux des téléspectateurs, attirer vers eux des abonnés. Et c'est comme ça qu'on retrouve Amazon Prime dans la boucle, c'est comme ça qu'on retrouve ESPN dans la boucle, ESPN qui va diffuser une partie des matchs sur sa plateforme de streaming, sur Peacock. Donc on a un business model qui est en train de glisser tranquillement de la télé traditionnelle vers les plateformes de streaming avec Amazon Prime et avec Peacock. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir si ESPN, ABC, ESPN, ils ont une plateforme de streaming ESPN Plus qui marche pas très très bien, mais ça serait intéressant de voir si Mickey, si Walt Disney, qui est derrière ESPN et ABC, ils vont pas à un moment se dire est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mettre la NBA sur Disney Plus, parce que justement ces plateformes de streaming sont prêtes à investir autant, on parle quand même de plus de 2 milliards de dollars par an, sont prêtes à investir autant pour avoir la licence NBA, parce que elles sont persuadées qu'en ayant le contenu NBA à proposer sur leur plateforme, elles vont faire venir des nouveaux abonnés qui vont souscrire à l'abonnement Peacock, qui vont souscrire à l'abonnement Amazon Prime pour voir la NBA. NBC l'a très bien fait avec la NFL sur Peacock, et ils ont vu le nombre d'abonnés exploser grâce à la présence de la NFL dans leur offre Peacock, et les abonnés qui sont venus pour la NFL ne se sont pas désabonnés à la fin de la saison NFL, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'habitude de cette plateforme qu'ils ont principalement prise pour NFL et qu'ils ont regardé peut-être à côté pour d'autres contenus, et ils se sont dit finalement c'est pas si mal, je ne résilie pas mon abonnement à la fin de la saison NFL, je le garde, et ça a permis comme ça à ces plateformes d'enregistrer des abonnés en plus, d'avoir une base plus large d'abonnés, et ça permet comme ça, avec un contenu fort, un contenu facilement identifié, la NBA, d'aller recruter des abonnés. Et vous savez, ces plateformes, elles ont un modèle économique assez simple, qui est basé un peu sur l'abonnement, un peu sur les pubs, et plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de rentrées d'argent sûres et certaines, et c'est comme ça que ces plateformes espèrent un modèle un petit peu à la Netflix. Vous voyez sur le graphique, Netflix, pendant des années, ils n'ont pas dégagé d'argent, voire très peu dégagé d'argent. Et puis, arrivé à un moment, la base d'abonnés étant de plus en plus large, et on a réussi à maîtriser les coûts, et on a réussi comme ça à d'un seul coup devenir extraordinairement rentable. Et c'est exactement pour ça que ces réseaux, ces networks se sont positionnés sur le contenu, sur le produit NBA, et en diversifiant le nombre de diffuseurs, la NBA a réussi à agréger comme ça des rentrées d'argent en plus, et a aussi très intelligemment segmenté son contenu. C'est-à-dire que le contenu NBA jusque-là, c'était grosso modo, pour schématiser, saison régulière, All-Star Game, Playoff finale. Là, en créant le In-Season Tournament, en créant le Play-In, en ayant aussi la WNBA qu'il ne faut pas perdre de vue, on a plus de lots à proposer, et plus vous avez de lots à vendre, plus vous pouvez attirer un peu le chaland et faire grimper comme ça les enchères. On l'a vu au global, l'enveloppe, elle croît de 2,5 fois par rapport à ce qu'elle était jusque-là, alors que si on s'intéresse uniquement quelque part aux lots qui concernent les finales NBA, certes il y a une croissance, on est passé de 1,4 milliard à 2,6 milliards, mais cette croissance, elle est inférieure à la croissance globale. Ça veut dire que dans la renégociation de ce qui existait déjà, diffusion d'un contenu
identifiés sur une télé, en médias traditionnels, eh bien on a une croissance qui est moins élevée qu'en intégrant des nouveaux acteurs. Donc c'est là où Adam Silver a été très 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 malin, en se tournant vers ces nouveaux acteurs, et c'est grâce à ces nouveaux acteurs qu'on a une enveloppe comme ça, qui a réussi à s'étoffer et à atteindre le niveau de ce nouveau contrat. Alors évidemment, ça va avoir un impact immédiat sur les revenus de la NBA, sur les recettes de la NBA, et comme vous le savez, pour schématiser à mort, mais en gros, les recettes de la NBA se partagent en deux. Il y a la moitié qui vont aux actionnaires, aux propriétaires, et la moitié qui vont aux joueurs, ce qui veut dire qu'avec des recettes qui croissent comme ça grâce aux droits télé, on va avoir un salary cap qui va croître de manière exponentielle, en tout cas très forte. On avait déjà eu le cas à l'aube de la saison 2016-2017, où on était passé de 70 millions annuels de salary cap. Maintenant, ça fait presque rigoler, un cap à 70 millions. La saison prochaine, on sera à 141 millions. Ça fait rigoler de se dire qu'il n'y a même pas 10 ans, on avait un cap à 70 millions. On avait eu, donc, dans le cadre du deal au droit télé précédent, qui avait pris effet juste avant la saison 2016-2017, on avait eu comme ça un cap qui était passé de 70 millions à plus de 90 millions, parce qu'à l'époque, la NBA et les joueurs avaient décidé de ne pas lisser cette augmentation. Les joueurs notamment avaient dit non, mais l'argent est là, le deal il est signé, l'argent il est là, il est sur la table, on veut en bénéficier tout de suite. Et c'est comme ça qu'on avait eu un cap qui avait progressé comme ça très très fortement. Et les équipes s'étaient retrouvées du coup avec plein d'argent en banque lié à l'augmentation du cap. Et on avait eu une tonne, souvenez-vous, à l'été 2016, on avait eu une tonne de signatures de contrats en accident industriel. Ça avait fini avec des Allen Crabbe à 17 millions la saison, à des DeMar Carroll à 15 millions. L'argent avait brûlé les doigts des general managers qui l'avaient dépensé n'importe comment. On avait aussi eu Kevin Durant aux Warriors. Ce regain de cap avait permis cette signature quelque part un peu improbable d'un joueur majeur dans une équipe déjà composée de joueurs majeurs. Tout ça avait été permis grâce à cette augmentation, et les années précédentes, l'argent qui avait brûlé les doigts des general managers ayant été mal dépensé sur des contrats toxiques, sur des contrats à accident, les joueurs agents libres arrivés en fin de contrat aux intersaisons suivantes n'ont pas pu avoir quelque part les deals espérés parce que l'argent avait été déjà mal dépensé précédemment. Donc les joueurs avaient compris que non, trop d'argent comme ça mis sur la table, les general managers vont faire n'importe quoi, et ça va certes bénéficier à une poignée de joueurs mais impacter une autre large majorité, donc ça on n'en veut pas. C'est pour ça que dans le nouveau CBA, dans la nouvelle convention collective de la NBA signée il y a un petit peu plus d'un an, on a limité l'augmentation potentielle du cap à plus 10%. Donc là, effectivement, avec ce nouveau deal, avec ces nouvelles recettes, ces nouvelles rentrées d'argent, bien évidemment que la NBA va avoir des recettes qui vont exploser, mais le cap ne va progresser que de 10% d'année en année pour éviter justement que ça s'enflamme comme ça s'était enflammé à l'été 2016. Mais toujours est-il que ça veut donc dire que là, vraisemblablement, sur les 10, 11, 12 prochaines saisons, le cap, il va augmenter du maximum possible, donc on va avoir plus 10% d'année en année, ce qui veut quand même dire, avec un cap là qui sera sur la saison à venir à 141 millions, on aura en 2034-2035 un cap qui sera aux alentours des 325 millions de dollars la saison. Ça veut dire que un Wemby qui serait un vétéran là dans 10 ans en NBA, qui pourra prétendre à 35% du cap sur un contrat max, ou n'importe quel autre joueur qui pourra prétendre au contrat max, le max du max, aura un salaire annuel dans les 115 millions de dollars. Et ça veut aussi donc dire, par effet domino, qu'un joueur titulaire correct, mais qui n'est pas une superstar de la ligue, aura un contrat entre 35 et 40 millions de dollars la saison. Les sommes sont absolument pharaoniques, mais commencez à vous y préparer, parce que c'est ce que ce nouveau deal
sur les droits à l'image de la NBA va permettre. Souvenez-vous, il n'y a encore pas si longtemps, Shaquille O'Neal, été 96, signe aux Lakers pour 120 millions de dollars sur 7 ans. À l'époque, c'était un deal de l'espace, c'était un deal, on n'avait jamais vu ça. C'était un tsunami d'argent qui s'abattait sur Shaq O'Neal. 120 millions sur 7 ans, ça représente 17 millions de dollars la saison. Aujourd'hui, à 17 millions de dollars la saison en NBA, t'as plus rien. T'as plus rien avec 17 millions de dollars en NBA. T'as un titulaire correct, t'as un Hachimura. Les Lakers sont Hachimura à 17 millions. À l'époque, on avait Shaquille O'Neal. N'oubliez pas aussi que 17 millions de 1996, de 1997, avec l'inflation, ça correspond à 34-35 millions de 2024. Donc quelque part, oui, les sommes, les salaires, les sommes des contrats ont explosé, mais ramené à l'inflation, quelque part, on a le même pouvoir d'achat en 97 avec 17 millions qu'on en a en 2024 avec 34 millions. C'est un autre sujet, mais voilà, ce deal télé va permettre cette explosion des revenus du chiffre d'affaires de la NBA qui était déjà sur les 2 derniers opus consolidés au-delà des 10 milliards. Là, c'est pas encore sorti, les chiffres officiels sont pas encore sortis pour 2023-2024, mais on va être au-delà des 10 milliards, et donc la NBA va continuer sur cette lancée de profitabilité maximale qui va évidemment bénéficier aux joueurs parce que le modèle économique est bâti comme ça. C'est ce que vous voyez sur ce graphique, comment se répartit un petit peu la composition du chiffre d'affaires de la NBA. Eh bien, là c'était sur 2022-2023. La NBA a pas mal développé la partie licence, la partie sponsoring, notamment avec les patchs, vous savez qu'il y a sur les maillots, et avec pas mal de partenariats qu'elle a noués à gauche et à droite, notamment à l'international. Donc le poids du sponsoring et des produits à licence s'est un petit peu développé là sur les 2 dernières années, au détriment du poids des médias qui a un petit peu régressé. Et bien tout ça est évidemment rebattu parce qu'avec un deal au droit télé à plus de 7 milliards par saison, vous allez à nouveau avoir des médias qui vont peser lourd au détriment des autres sources de revenus, parce que la télé va rapporter, les droits télé vont rapporter 2,5 fois de plus. Sur la même période, le prix des billets ne va pas augmenter de 2,5 fois. Donc la rentabilité, en tout cas les ressources de revenus de la NBA sur la billetterie vont mécaniquement diminuer en pourcentage, de même que les produits dérivés, les maillots et tout ça, ça fait l'objet de ressources en licence pour la NBA. Donc on va avoir à nouveau un modèle économique NBA qui va se réappuyer de manière très forte sur les droits télé, sur les droits de diffusion pour les années à venir. Et encore, ce deal sur les droits là, qui vient d'être signé, c'est sur les droits globaux. On n'est pas en train de parler sur les droits globaux pour les États-Unis. Donc viennent se greffer à ça tous les deals locaux que les équipes signent avec les chaînes locales, les chaînes de diffusion qui diffusent les matchs locaux des différentes franchises, et on ne parle pas non plus des droits à l'international qui sont encore l'objet de deals séparés, les droits en Chine, les droits en France, les droits en Allemagne, les droits au Brésil, etc. Ça fait l'objet encore d'autres deals. Là, on est en train que de parler du deal domestique, si vous voulez, du marché local américain, mais qui pèse évidemment énormément dans le modèle économique de la NBA. Les chiffres sont absolument vertigineux, mais voilà, c'est très important de l'avoir en tête. Donc au total, eh bien, on a un deal qui diversifie l'offre NBA, qui ajoute des nouveaux acteurs dans la balance, qui permet à la NBA de continuer sur sa formidable dynamique de développement. La question, c'est jusqu'où tout cela s'arrêtera-t-il, comment les diffuseurs vont réussir à rentabiliser un contenu qui leur coûte 2,5 fois plus à acquérir. On a pour moi une diffusion de matchs NBA qui est déjà
ultra pollué de pubs et de placements de produits en tout genre, il ne faut pas s'imaginer que ça va aller en s'améliorant. Au contraire, ça va aller encore plus en se dégradant parce que les chaînes, dans des diffusions classiques en télévision, vont devoir absolument continuer le matraquage publicitaire pour, elles, à leur tour, engranger des revenus pour rentabiliser ce deal NBA. Est-ce que ça va se répercuter un petit peu sur les abonnements qui vont augmenter? Est-ce que sur les plateformes, il va y avoir, est-ce que sur Amazon Prime, il va y avoir un abonnement Prime spécial NBA? Mais la question va se poser, ça c'est aussi un point business très intéressant, sur comment les networks vont réussir à rentabiliser ce deal. Ça va, quoi qu'il arrive, passer par encore plus de matraquage publicitaire, malheureusement pour nous, spectateurs, devant ce fait accompli de la diffusion. Mais toujours est-il que ça permet à la NBA de continuer sur sa lancée absolument phénoménale, pharaonique. Pour l'instant, Adam Silver a réussi tout ce qu'il souhaitait faire dans l'ordre qu'il souhaitait le faire. Il voulait, entre guillemets, réacheter la paix sociale, remettre sur de bons rails la NBA sur le plan de son fonctionnement avec un nouveau CBA, avec une nouvelle convention collective. Ça a été fait. Il voulait maintenant pérenniser à moyen terme, sur une dizaine d'années, le modèle économique de la NBA avec un nouveau deal sur les droits de diffusion NBA. C'est fait. Maintenant, les prochaines étapes, la prochaine étape, c'est potentiellement les expansions, c'est potentiellement ouvrir de nouvelles franchises dans de nouvelles villes. On reparle de Seattle, on reparle de Las Vegas, on parle éventuellement de Montréal, de Kansas City. Ça, c'est le nouveau dossier qui est sur la table. Historiquement, dans la NBA, il y a toujours eu, sur des cycles de 5-10 ans, des nouvelles équipes qui s'ajoutaient. Là, ça fait pratiquement une vingtaine d'années, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la NBA, une période aussi longue où il n'y a pas eu de nouvelle franchise qui s'est greffée, qui s'est ajoutée. Ça fait partie du nouveau dossier en cours de Adam Silver. Et puis, pour conclure sur ce deal de diffusion des droits NBA, au-delà de la diffusion des matchs, dont on a vu que les audiences, de manière structurelle, périclitaient d'année en année, ça permet aussi à ces networks de créer des émissions autour de la NBA, donc un post-game show, un half-time show, un pré-game show, tous ces petites émissions en plateau, vous savez, où on va dans des infinis logorés parler de la NBA. Eh bien, ça permet aussi à ces networks d'avoir ces émissions-là, émissions qui marchent bien. Ces émissions-là, en termes d'audience, font des beaux scores. Généralement, ils prennent des personnes un peu clivantes pour créer du buzz. C'est plus souvent à celui qui parlera le plus fort qu'à celui qui aura la réflexion la plus pertinente, mais c'est le principe du show business. Mais voilà, ayez aussi ça en tête. Je pense notamment à NBC qui veut installer sur Peacock un rendez-vous du lundi, donc un grand rendez-vous du lundi autour de la NBA. Au-delà de la diffusion du match, il y aura tout un environnement avec des analyses, avec des guillemets, on verra bien qui recrute, mais avec en tout cas des plateaux, avec des intervenants, et où on fait tout un événement au-delà du match autour de la NBA. Tout ça va être en tout cas absolument fascinant à suivre. Attendons d'avoir officiellement la communication de la NBA sur ce nouveau deal pour qu'on ait tous les éléments clairs en tête. Mais là, ça a fuité, ça a même très très bien fuité, donc il y a des sacrés taupes qui participent aux discussions et qui vont après s'épancher dans la presse, parce que pour le coup, là, on a beaucoup d'éléments très très précis. On avait déjà eu début juin, donc il y a un mois, des choses qui pointaient le bout de leur nez sur ce deal. Là, pour le coup, maintenant, c'est relativement précis sur les montants, sur la durée, sur les acteurs impliqués. Voilà, c'est encore une nouvelle page qui se tourne, potentiellement peut-être la fin de NBA en TNT, mais le retour de NBA en NBC avec ce fameux jingle, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais qui donne des frissons, qui fera verser la petite larme à quiconque l'a entendu dans sa jeune vie de fan NBA, de NBA en NBC, c'était magique. Et bien ça revient au goût du jour, tout ça n'est qu'une question de cycle. Je vous remercie en tout cas
d'avoir été à mes côtés pour cette vidéo. Je peux retourner maintenant tranquillement à ma retraite. Retourner pêcher, et faire des randonnées dans le Montana. D'ici là, passez un bon été, bon match à tous.